Bonjour et bienvenue à Étudiants internationaux sur Connect. Ce webinaire fournit des informations sur les droits juridiques lorsque employé au Canada. Je m'appelle Nawara et je suis la coordinatrice bilingue de ce projet. Je vais vous guider à travers ce webinaire aujourd'hui. Le ministère des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires de l'Ontario finance le projet Étudiants internationaux sur Connect afin d'offrir des mesures de soutien aux étudiants internationaux et à leurs familles. Costly Immigrant Services est un organisme multiculturel à vocation communautaire qui sert chaque année plus de 39 000 clients dans ses 17 bureaux situés dans la région du Grand Toronto. Costly coordonne ce projet pour l'ensemble de l'Ontario. Nous allons couvrir les sujets suivants. Le permis d'études et de travail, les programmes coopératifs ou stages, la loi sur les normes d'emploi, structure de travail et rémunération, les heures supplémentaires, congés compensatoires, vacances, jours fériés et finalement les pauses repas. Alors commençons. Permis d'études et de travail. Il est possible de travailler pendant que vous êtes ici en tant qu'étudiant dans le cadre de l'un des programmes de travail de Citoyenneté et Immigration Canada pour les étudiants. Vous pouvez travailler sur le campus ou à l'extérieur. L'expérience professionnelle fait partie intégrante du programme d'études d'un certain nombre de programmes. Vous pouvez demander un permis de travail en tant que stagiaire ou participant à un programme coopératif, donc coop, si vous êtes titulaire d'un permis d'études valide. Le travail est un volet essentiel de votre programme d'études au Canada. Vous êtes en possession d'une lettre de votre établissement d'enseignement qui confirme que tous les étudiants qui font partie de votre programme doivent effectuer des stages professionnels pour obtenir leur diplôme. Et finalement, votre stage ou coop ou stage professionnel représente au maximum 50 de la durée totale du programme d'études. Vous ne pouvez commencer à travailler au Canada qu'après avoir commencé votre programme d'études. Vous ne pouvez pas travailler avant le début de vos études. Vous pouvez travailler en tant qu'étudiant international au Canada si votre permis d'études est assorti d'une condition qui stipule que vous êtes autorisé à travailler sur le campus ou hors campus. Vous pouvez travailler sans permis de travail sur le campus de votre établissement d'enseignement si vous êtes un étudiant postsecondaire à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire public, tel qu'un collège ou une université ou un cégep au Québec, etc. Une école privée de niveau collégial au Québec régie par les mêmes règles que les écoles publiques et qui est financée à au moins 50 par des subventions gouvernementales. Une école privée canadienne qui peut légalement décerner des diplômes en vertu d'une loi provinciale. Que vous avez un permis d'études valide et vous avez un numéro d'assurance sociale. Vous devez cesser de travailler sur le campus dès que vous n'étudiez plus à temps plein, dès que l'expiration de votre permis d'études, si vous êtes en congé autorisé pendant vos études ou si vous changez d'établissement et que vous n'êtes actuellement pas aux études. Le numéro d'assurance sociale est un numéro à 9 chiffres qui vous est fourni par le gouvernement du Canada. Il vous permet de travailler au Canada et de bénéficier d'avantages sociaux et de services gouvernementaux. Pour que vous puissiez faire une demande, puissiez demander un numéro d'assurance sociale pour travailler sur le campus, une des conditions suivantes doit être imprimée sur votre permis d'études. Donc, vous pouvez accepter un emploi sur le campus ou hors du campus de l'établissement où que vous êtes inscrit si vous respectez les critères d'admissibilité prévus au alinéas 186F V ou W du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Devez cesser de travailler si vous ne respectez plus ces critères. Le présent permis n'autorise pas son titulaire à occuper un emploi hors campus au Canada et peut accepter un emploi uniquement sur le campus si satisfait aux critères d'admissibilité décrits au R186F. Vous devez cesser de travailler si vous ne respectez plus aucun de ces critères. Vous pouvez travailler hors campus sans détenir un permis de travail si vous remplissez toutes les exigences ci-dessous. Donc, vous êtes un étudiant à temps plein dans un établissement d'enseignement désigné. Vous êtes inscrit à un programme postsecondaire de formation générale théorique ou professionnelle ou à un programme de formation professionnelle de niveau secondaire au Québec. Ça, c'est au Québec seulement.
Votre programme d'études est une durée d'au moins 6 mois et mène à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat. Vous avez commencé vos études et vous avez un numéro d'assurance sociale. Si vous répondez aux critères d'admissibilité au travail pendant vos études au Canada, ce qui suit vous sera applicable. Vous pouvez travailler 20 heures par semaine à temps plein pendant les vacances d'hiver, d'été et de printemps. Pour déterminer votre admissibilité, vous pouvez utiliser l'outil d'auto-évaluation situé sur le site web de CIC à l'adresse ci-dessous sur la diapositive. Programme coopératif ou stage. L'expérience professionnelle fait partie intégrante du programme d'études d'un certain nombre de programmes. Vous pouvez demander un permis de travail en tant que stagiaire ou participer à un programme coopératif si vous êtes titulaire d'un permis d'études valide. Le travail est un volet essentiel de votre programme d'études au Canada. Vous êtes en possession d'une lettre de votre établissement d'enseignement qui confirme que tous les étudiants font partie de votre programme, doivent effectuer des stages professionnels pour compléter et d'avoir leur diplôme et que votre stage coop ou stage professionnel représente au maximum 50 de la durée totale du programme d'études. Vous n'êtes pas admissible à un permis de travail coop si vous étudiez le français ou l'anglais comme une langue seconde. Si vous suivez des cours d'intérêt général et si vous suivez des cours pour vous préparer à un autre programme d'études. Il y a 3 étapes pour demander un permis de travail. Donc, premièrement, déterminer comment que vous allez présenter votre demande. Il y a 2 façons de présenter une demande. Vous pouvez postuler en ligne. Pour présenter une demande en ligne, vous devez avoir accès à un scanner ou à un appareil photo pour créer des copies électroniques de vos documents à télécharger et avoir une carte de crédit valide pour le paiement. Si vous fournissez une adresse email sur votre demande, assurez-vous de la vérifier régulièrement pour obtenir des courriels automatisés de CIC, de Citoyenneté et Immigration Canada, concernant votre cas. Certains filtres anti-spam bloquent ces courriels et les clients sont priés de s'assurer que les courriels de CIC ne sont pas bloqués. Si vous n'êtes pas certain que des courriels de CIC sont envoyés, veuillez consulter régulièrement votre compte sur MyCIC. Vous pouvez aussi appliquer sur papier. Donc, veuillez suivre les étapes 2 à 4 que je vais mentionner plus tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut que vous obteniez le paquet d'application. Le paquet comprend le guide de candidature et tous les formulaires que vous devez remplir. Téléchargez le paquet d'application. Ensuite, lisez attentivement le guide avant de remplir le formulaire de demande. Photocopiez les formulaires vierges et utilisez un comme une copie de travail. Conservez la copie de travail pour vos dossiers. Ensuite, remplissez la demande et joignez les documents nécessaires. Le formulaire de demande contient des instructions. Lisez ces instructions et assurez-vous de fournir les documents requis. Si des informations ou des documents sont manquants, votre demande peut être retardée. La liste de vérification des documents dans la trousse de demande énumère les documents que vous devez inclure. Répondez à toutes les questions avec soin, complètement et honnêtement. Les réponses peuvent être dactylographiées ou manuscrites, donc imprimées clairement à l'encre noire. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées, ils vous seront rendus. Cela retardera le processus de demande. Il n'y a pas de frais de traitement pour ce permis de travail. Et finalement, soumettez votre demande. La loi sur les normes d'emploi. Connaissez vos droits et vos obligations en vertu de la loi sur les normes d'emploi, ce qu'on appelle aussi LNE. La loi de 2000 sur les normes d'emploi, la LNE, énonce les règles de base en matière de travail qui s'appliquent à la plupart des employés de la province. Elle établit les droits et les responsabilités des employés et des employeurs dans la majorité des lieux de travail de l'Ontario. La LNE décrit les règles régissant notamment le salaire minimum, les limites des heures de travail, le licenciement, les jours fériés, le congé de maternité, le congé de parental, l'indemnité de cessation d'emploi et les vacances. Pour veiller à ce que les travailleurs connaissent leurs droits, la plupart des lieux de travail en Ontario doivent poser des affiches et afficher d'autres renseignements.
Tous les lieux de travail visés par la loi de 2000 sur les normes d'emploi doivent remettre la fiche sur les normes d'emploi à tous les employés. Les employeurs ne sont pas, sont plus tenus de poser la fiche dans le lieu de travail, mais vous pouvez vous renseigner sur cette exigence ou télécharger la fiche sur le site web du gouvernement. Les employeurs ne sont plus tenus de poser la fiche sur les normes d'emploi dans le lieu de travail. Cette affiche décrit les exigences et droits importants prévus par la loi sur les normes d'emploi, doit être fournie aux employés qui sont visés par la loi de 2000 sur les normes d'emploi dans les 30 jours suivant leur date d'embauche et est offerte en diverses langues. Vous pouvez commander des versions imprimées auprès de Service Ontario ou télécharger et imprimer la fiche. Les deux possibilités sont gratuites. En vertu de la loi sur les normes d'emploi, les jeunes travailleurs jouissent des mêmes droits que les autres employés des lieux de travail de l'Ontario. Des règles particulières en matière de salaire minimum s'appliquent cependant aux étudiants. Certaines dispositions de la loi ne s'appliquent toutefois pas à des types d'emplois précis. Des règles et des exceptions spéciales visent tout particulièrement les étudiants. Structure de travail et rémunération. Il y a plusieurs taux de salaire minimum en Ontario, y compris un taux de salaire minimum général qui s'applique à la plupart des employés et un taux de salaire minimum étudiant qui s'applique à de nombreux étudiants de moins de 18 ans. Nous aborderons certaines des principales informations concernant le salaire minimum tout en travaillant comme un étudiant. Une semaine de travail est une période récurrente de 7 jours consécutifs choisie par l'employeur aux fins de l'horaire du travail, ou si l'employeur n'a pas choisi une période récurrente de 7 jours consécutifs commence le dimanche et se termine le samedi. Le salaire minimum est le taux de salaire le plus bas que l'employeur puisse accorder à ses employés. La plupart des travailleurs sont admissibles au salaire minimum, qu'ils soient employés à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient des travailleurs occasionnels, qu'ils soient rémunérés selon un taux horaire, à la commission, à l'acte ou selon un taux fixe, qu'ils soient salariés. Certains employés occupent des emplois qui ne sont pas assujettis aux dispositions sur le salaire minimum de la loi. Les pourboires ne sont pas considérés comme des salaires et ne seront pas pris en considération pour déterminer si un employé reçoit au moins un salaire minimum. Il y a plusieurs taux de salaire minimum en Ontario, y compris un taux de salaire minimum général qui s'applique à la plupart des employés et un taux de salaire minimum étudiant. Les étudiants de moins de 18 ans qui ne travaillent pas plus de 28 heures par semaine lorsque l'école est en session ou qui travaillent pendant les vacances scolaires, par exemple vacances de mars, comme la semaine de relâche, vacances de Noël, vacances d'été, etc., sont payés le salaire minimum étudiant. Les étudiants qui travaillent plus de 28 heures par semaine lorsque l'école est en session ont droit au salaire minimum général. Dans la diapositive suivante, nous vous montrerons le tableau du salaire minimum. Voici le tableau du taux de salaire minimum. Donc, il y a le salaire minimum général. Ce taux s'applique à la plupart des employés. Ensuite, il y a le salaire minimum des étudiants. Ce taux s'applique aux étudiants de moins de 18 ans qui travaillent 28 heures par semaine ou moins pendant l'année scolaire ou qui travaillent pendant les congés scolaires ou les vacances d'été. Ensuite, il y a le salaire minimum des serveurs de boissons alcooliques. Ce taux horaire s'applique aux employés qui, dans le cadre normal de leurs emplois, servent des boissons alcooliques directement aux clients, aux invités et aux membres dans un établissement autorisé et reçoivent régulièrement des pourboires ou d'autres gratifications. On entend par établissement autorisé que l'établissement détient un permis en vertu de la loi sur les permis d'alcool. Ensuite, il y a le salaire minimum des guides de chasse et de pêche et des guides d'aventure. Le salaire minimum pour les guides de chasse et de pêche qui s'appuient sur des tranches de temps et non sur un taux horaire, ils touchent un certain montant minimal s'ils travaillent moins de 5 heures consécutives par jour et un montant minimal différent s'ils travaillent 5 heures ou plus par jour, que ces heures soient consécutives ou non. Ensuite, finalement, il y a le salaire minimum des travailleurs à domicile. Les travailleurs à domicile sont des travailleurs qui sont rémunérés pour le travail qu'ils effectuent à leur domicile.
La loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique à la majorité des employés et des employeurs en Ontario, avec quelques exceptions. Il existe des employés à qui certaines parties de la loi ne s'appliquent pas, autrement dit, qui bénéficient de ce qu'on appelle des exemptions, à qui s'appliquent des règles spéciales qui changent l'application de certaines parties de la loi. Vous pouvez lire au sujet des règles spéciales et des exemptions visant des emplois dans ces catégories. Donc, il y a les services médicaux d'urgence, soins de santé et professions de la santé. Il y a aussi le secteur de fabrication, construction et mines, services d'accueil et vente, transport, agriculture, culture et élevage, garde et pêche, services à domicile, aménagement paysager, services de concierge, gouvernement et professions, autres secteurs et emplois. Heures supplémentaires, congés compensatoires, vacances et jours fériés. Les employés, toute heure de travail en plus des 44 heures travaillées dans une semaine est considérée comme une heure supplémentaire et doit être rémunérée en conséquence. Cependant, il y en a qui s'occupent des emplois où le seuil à partir duquel les heures supplémentaires commencent est supérieur à 44 heures par semaine ou ne s'applique pas. La rémunération des heures supplémentaires est le taux de salaire normal majoré de 50 parfois appelé temps et demi. À titre d'exemple, si le taux horaire normal d'un employé est de 15 par exemple, son taux de rémunération des heures supplémentaires sera de 22,50 à chaque heure. Donc, 15 fois 1,5 est égal à 22,5. L'employé doit donc être rémunéré à un taux de 18 de l'heure pour chaque heure de travail effectuée après le 44 heures au cours d'une semaine. Un employé et un employeur peuvent convenir par voie électronique ou par écrit que l'employé obtiendra un congé payé au lieu d'être rémunéré pour ses heures supplémentaires. On parle alors parfois d'heures accumulées ou de congés compensatoires. Si un employé a accepté d'accumuler ses heures supplémentaires, l'employeur doit lui accorder 1 heure et demie de congé payé pour chaque heure supplémentaire de travail accumulée. Le congé compensatoire doit être pris dans les 3 mois qui suivent la semaine de travail pendant laquelle l'employé a fait les heures supplémentaires en question ou s'il y consent par voie électronique ou par écrit dans les 12 mois qui suivent. Si l'emploi d'un employeur se termine avant qu'il ait pris son congé compensatoire payé, l'employeur doit lui payer toutes les heures accumulées non utilisées. Ce paiement doit être fait soit dans les 7 jours qui suivent la date de la fin de l'emploi, soit le jour où l'employé aurait touché sa prochaine paie. Cette norme d'emploi a deux volets, la période et indemnité de vacances a deux volets. L'un porte sur la période de vacances et l'autre sur l'indemnité de vacances. Certains employés occupent des emplois qui ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi relative aux vacances payées. Les employés ont droit à 2 semaines de vacances après chaque année de référence de 12 mois. Normalement, une année de référence est une période répétitive de 12 mois qui commence le jour où l'employé est embauché. Lorsque l'employeur a établi une année de référence différente qui ne débute pas à la date d'anniversaire de l'embauche de l'employé, celui-ci a droit à des jours de vacances calculés au prorata pour la période appelée période tampon, précédant le début de l'année de référence différente. L'indemnité de vacances représente au moins 4 du salaire brut, indemnité de vacances exclue, accumulée au cours de l'année de référence de 12 mois ou au cours de la période tampon, le cas échéant. Le contrat de travail ou la convention collective d'un employé peut offrir des droits ou des avantages supérieurs en ce qui a trait à la période de vacances ou à l'indemnité de vacances. L'employé qui ne termine pas l'année de référence ou la période tampon, le cas échéant, n'est pas admissible à des vacances payées au terme de la loi. Cependant, il accumule une indemnité de vacances sur son salaire. Si l'employé travaille pendant 1 heure pour un employeur, il a droit à une indemnité de vacances correspondant à au moins 4 de son salaire horaire. La plupart des employés qui sont admissibles à un jour férié payé ont droit à un congé payé ces jours-là. Un employé peut également consentir par voie électronique ou par écrit à travailler le jour férié et dans ce cas, il recevra le salaire
le salaire pour jour férié ainsi que le taux majoré pour toutes les heures travaillées le jour férié et n'obtiendra pas un autre jour de congé, appelé congé compensatoire, ou le taux normal de salaire pour toutes les heures travaillées le jour férié, ainsi qu'un autre jour de congé payé, appelé congé compensatoire, rémunéré au taux du salaire du jour férié. Certains employés peuvent être tenus de travailler le jour férié. Même si la plupart des employés ont droit au jour férié, certains travaillent dans des secteurs qui ne sont pas visés par les dispositions de la loi sur les jours fériés. Il y a 9 jours fériés en Ontario. Il y a le jour de l'an, le jour de la famille, le vendredi saint, la fête de la reine, la fête du Canada, la fête du travail, l'action de grâce, le jour de Noël et le lendemain de Noël. De façon générale, les employés ont droit à un jour férié, sauf dans les cas suivants. Que l'employé n'effectue pas la dernière journée complète de travail prévu à son horaire le jour qui précède le jour férié ou la première journée complète de travail prévu à son horaire le jour suivant le jour férié. Règle du jour précédent et du jour suivant. Ou l'employé qui avait accepté de travailler ou qui était tenu n'effectue pas sa journée complète de travail le jour férié même. La dernière journée de travail normalement prévue précédant le jour férié et la première journée de travail normalement prévue suivant le jour férié ne doivent pas nécessairement tomber la veille et le lendemain du jour férié. Par exemple, si un employé ne travaillait pas normalement la veille ni le lendemain du jour férié, il aurait quand même droit au jour férié payé, à condition qu'il travaille tout son dernier quart de travail normalement prévu précédant le jour férié, ainsi que tout son premier quart de travail normalement prévu suivant celui-ci, ou qu'il fournisse un motif raisonnable pour ne pas travailler l'un de ces 2 jours. Les pauses repas. La plupart des employés ont droit à une pause repas continue de 30 minutes après au plus de 5 heures consécutives de travail. Un employeur et un employé peuvent convenir verbalement par voie électronique ou par écrit de scinder la pause repas en 2. Dans ce cas, les 2 pauses doivent durer au moins 30 minutes et être prises durant chaque période de 5 heures consécutives. Les pauses repas ne sont pas rémunérées à moins d'indications contraires dans le contrat de travail de l'employé. Que la pause repas soit rémunérée ou non, l'employé ne doit exécuter aucun travail durant 30 minutes. Les pauses repas ne font pas partie des heures de travail qui servent à déterminer les limites quotidiennes et hebdomadaires applicables aux heures de travail, les périodes d'inactivité quotidienne, hebdomadaire ou bimensuelle et l'admissibilité à la rémunération des heures supplémentaires et au salaire minimum en vertu de la loi 2000 sur les normes d'emploi LNE. La LNE n'oblige pas l'employeur à accorder des pauses café en plus des pauses repas. Cependant, si l'employeur accorde un autre type de pause, notamment des pauses café, et que l'employé doit demeurer à son lieu de travail pendant la pause, la durée de la pause est prise en compte dans le calcul des heures de travail en vertu de la LNE. Licenciement, on utilise couramment un certain nombre d'expressions pour décrire les situations dans lesquelles on met fin à un emploi. Notamment, il y a mettre à pied, remercier, renvoyer, congédier et débaucher. En vertu de la loi, une personne est licenciée lorsque son employeur la renvoie ou cesse de l'employer, y compris pour cause de faillite ou d'insolvabilité de l'employeur, la licencie de manière implicite et qu'elle démissionne dans un délai raisonnable, la met à pied pendant une période plus longue que celle d'une mise à pied temporaire. Dans la plupart des cas, l'employeur qui souhaite licencier un employé qui est à son service depuis au moins 3 mois sans interruption doit fournir à ce dernier un préavis écrit de licenciement, une indemnité de licenciement ou un préavis accompagné d'une indemnité à condition que le nombre de semaines d'indemnité et de préavis soit égal à la période de préavis à laquelle l'employé a droit. En vertu de la loi, l'employeur n'est pas tenu de fournir à l'employé les motifs de son licenciement. Il existe toutefois certaines situations dans le cadre desquelles un employé ne peut être licencié, même si l'employeur est prêt à fournir un préavis écrit ou une indemnité de licenciement appropriée. À titre d'exemple, un employeur ne peut licencier ni pénaliser de quelque façon que ce soit un employé en raison du fait qu'il pose des questions au sujet de la loi ou qu'il exerce ses droits en vertu de la loi, notamment en refusant de travailler des heures excédentaires ou en prenant un congé prévu par la loi.
Parlons maintenant à propos des ressources disponibles du projet étudiants internationaux se connectent. Nous avons le site web de ISC, les séances créant des connexions et les séances individuelles, d'autres webinaires comme celui-ci, le guide et le livret ISC. Nous avons aussi des fiches d'information sur divers sujets d'établissement, plan de transition et finalement le chatbot. Vous pouvez trouver toutes ces ressources sur notre site web. Le plan de transition permet de conserver un dossier de tâches et de prévoir des délais. En utilisant des ressources de ISC et des listes de vérification disponibles sur notre site, vous pouvez identifier toutes les choses que vous devez faire et les ajouter à votre propre plan personnalisé. Vous aurez besoin de planifier et de fixer des objectifs pour un séjour à court terme, un programme complet ou même une transition vers la résidence permanente après l'obtention de votre diplôme. Que vous cherchiez à prendre des dispositions pour un fournisseur de soins de santé, obtenir un numéro d'assurance sociale, demander une bourse d'études ou prendre des dispositions pour le logement de l'été, le plan de transition peut vous aider à rester organisé. Votre transition individualisée vous enverra des rappels et gardera une trace de votre application. Merci beaucoup d'avoir écouté ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone et de visiter notre site web. Merci encore et bonne journée.